Pour moi, la conversation qu'on a là, c'est une façon de parler de la différence qui est très productive et enrichissante. Comme diraient les Français, I speak English like vache espagnole. Voilà, je ne sais pas comment... Ces choses que vous appelez les French tacos, c'est pas acceptable. Christy! Et parfois, on a l'impression que les anthropologues ou les académiciens en général viennent quelque part pour expliquer une culture aux gens qui le vivent. Et ça, c'est pas juste, je viens pour apprendre, c'est tout. Sinon, on fait Shifumi. Tu connais Shifumi? Non, je connais pas. Pierre, feuille, ciseaux. Ah oui, ça. Mm. Rock, paper, scissors. Rock, paper. Rock, paper. Non, paper. Paper comme ça, oui. On appelle le ciseau. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Christy. Bonjour Sukaina. Welcome to Life Story. Thank you. Thank you for inviting me. Merci de m'avoir invité. Déjà, la première phrase que tu as dite, si tu ne l'avais pas dite en français, je serais déjà perdue. Hein, parce que moi, mon anglais, comme diraient les Français, I speak English like vache espagnole. Voilà, je ne sais pas comment on dit vache en anglais. Cow. Voilà. Oh, Spanish cow. oui, comme cowboy. Oui, comme cowboy. Oh, Exact. d'accord. Vous avez déjà une idée de mon anglais. Ne vous moquez pas, je reprendrai des cours ou d'ailleurs, je viendrai chez toi peut-être Oui, tu visiter. devrais, oui. Ouais. Il faut pratiquer pour apprendre à parler anglais. Alors, C'est vrai, il faut c'est visiter vrai. les États-Unis. Exactement. Et grâce à toi, on va voyager un petit peu pendant une petite heure avec ce podcast. On va parler de toi, évidemment. On va parler de ton métier. Tu es chercheuse, anthropologue, historienne. Tu vas nous en parler. Et d'abord, j'ai envie qu'on définisse ensemble ce qu'est l'anthropologie. Avec des mots simples, c'est mieux. D'accord. Je pense que c'est l'étude de l'être humain, surtout la vie quotidienne des gens. On dit qu'en anthropologie, notre but, c'est de rendre ce qui est familier bizarre et rendre ce qui est peut-être bizarre au début familier ou habituel pour nous. Une autre façon dont on parle souvent d'anthropologie, c'est en anglais, l'expression c'est to see heaven in a grain of sand, c'est-à-dire voir le ciel dans une graine de sable, de regarder quelque chose de très petit, très spécifique et essayer de comprendre les processus mondiaux plus larges, plus grands à travers quelque chose très spécifique. D'accord, s'intéresser, si je comprends bien, à la différence. Oui, c'est ça, surtout s'intéresser à la différence, essayer de comprendre les cultures différentes que la nôtre. Et c'est un peu une traduction culturelle entre les endroits très différents. Ouais, je trouve ça super intéressant, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai eu des cours d'anthropologie quand j'étais à l'université et je dois t'avouer que ça m'endormait. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai changé, je m'intéresse un peu plus à tout ce qui est philosophie, histoire, anthropologie. Et grâce à toi, on va essayer de vulgariser tout ça, de rendre tout ça un peu plus accessible. Mais avant de plonger réellement dans ces notions, Christy, j'ai envie qu'on apprenne à te connaître. C'est un peu comme ça qu'on démarre l'émission. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ce que tu veux de toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Christy Peterson-Reed. Je suis américaine. Je viens de l'État de Utah. C'est un grand État dans l'Ouest américain. Un peu si vous voyez où c'est Las Vegas. Je vis peut-être 7 heures en voiture de Las Vegas. Et aux États-Unis, on dit que ça c'est proche parce que c'est un grand pays. Alors, Oui. Oui, mais voilà. pour nous, ici, à La Réunion, 7 heures, c'est énorme. Oui, c'est peut-être 3 tours de l'île. Oui, j'ai vécu à La Réunion en 2018-2019 et je suis là en train de faire mon terrain pour un grand projet d'anthropologie et de l'histoire sur l'île de La Réunion. Comme je disais, anthropologie, c'est voir heaven in a grain of sand, le ciel dans une graine de sable. Et... Attends, comment tu dis heaven in a grain of sand? Exact. Oh. C'était parfait. Tu as un bel accent. Tu es prête pour voyager aux États-Unis. Il en faut un peu plus, Christy. T'es gentille, mais je vais pas loin avec mon anglais un peu. Mais comment tu arrives à décider de quelle thématique est-ce que tu vas traiter, quel sujet va t'intéresser en tant qu'anthropologue? C'est une bonne question. Je pense que tout le monde y arrive d'une façon différente. Pour moi, c'est un peu hasard. J'ai étudié le français
à l'université. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai trouvé un travail comme enseignante d'anglais, assistante d'anglais en France. Et on pouvait choisir la région de France où on voulait aller. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'opportunité d'aller à La Réunion, je me suis dit, incroyable. Alors, je suis venue en 2018, j'ai enseigné dans les lycées à Saint-André et à Brappanon. Et je suis tombée amoureuse de l'île et de toute sa complexité sociologique, historique, aussi géologique. Waouh! C'est incroyable. Donc, les thématiques que tu as pu traiter jusqu'ici, je sais que tu as étudié dans l'Utah déjà, le phénomène de l'Utah is so gay. C'est d'ailleurs un article Oui. que tu as écrit. Comment est-ce que tu arrives à te dire, OK, là, ce sujet-là m'intéresse, là, cette thématique-là, je vais y aller? Est-ce que c'est quelque chose de personnel, parce que le sujet t'intéresse ou te parle, ou c'est l'école dans laquelle tu es qui t'oriente un petit peu? Pour moi, ce sujet-là, c'était un article que j'ai écrit en 2024 qui s'appelle Utah is so gay et qui explore un peu les contradictions dans mon État, pour donner un peu de contexte. Utah, c'est un État très religieux. C'est là où est le centre pour les Mormons, pour l'Église mormone. Et aussi, il y a une culture queer très forte en Utah. Alors, j'essaie d'explorer cette tension, comment ça s'est arrivé. Et là, c'est un projet complètement personnel. Moi, c'était pas l'école qui m'a orientée vers là. Je pense que j'ai commencé à réfléchir sur ça en 2020 parce que c'était l'élection présidentielle entre Joe Biden et Donald Trump. Ouais. Et en même temps, on était plein COVID pendant la pandémie. Et aussi, c'était pendant les manifestations Black Lives Matter pour la justice raciale aux États-Unis. Oui, on Alors, s'en souvient. oui, alors c'était un moment très fort que j'ai vécu en Utah. Et j'ai vécu en Utah en ce moment-là pour la première fois depuis longtemps parce que j'avais quitté l'État quand j'avais 18 ans et je suis rentrée pour COVID. Et j'ai remarqué à ce moment-là qu'il y avait... par exemple, je peux parler de drapeaux pour donner un exemple. Les drapeaux aux États-Unis, on les utilise beaucoup plus qu'en France ou à La Réunion, je pense. On va voir les drapeaux américains partout, les drapeaux politiques, par exemple, Make America Great Again, et le drapeau de Donald Trump, ou aussi les drapeaux queer d'arc-en-ciel, ou les drapeaux qui représentent la police américaine, par exemple aussi. Et à Salt Lake City, ma ville, à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de drapeaux que normal, des deux côtés. On a D'accord. Donald Trump et on a le drapeau d'arc-en-ciel. Mhm. Et il y avait vraiment quelque chose qui se passait au niveau symbolique là que je voulais explorer plus. D'accord. Et comment t'es parvenu à mener cette étude? T'es parti à la rencontre des gens? Parce qu'effectivement, tu nous parlais de la communauté mormone qui est fortement présente dans ta région. Et on le sait, ils sont assez conservateurs. Et donc, forcément, ça ne va pas dans l'idée... Enfin, leurs idées ne sont pas forcément compatibles avec les idées de la communauté LGBTQIA+. Et donc, comment est-ce que tu es parvenu à mener cette étude? Tu es allé à la rencontre des membres de cette communauté mormone? Oui, en fait, j'ai grandi dans une communauté très mormone. Je pense dans la village où j'ai fait lycée, par exemple, je pense que les statistiques sont 93% mormones, les étudiants du lycée les gens qui vivent dans la village plutôt. Alors, et aussi, j'ai beaucoup de familles mormons aussi. Alors, je connais bien la religion, même si je ne pratique pas. Et de l'autre côté, 2024, quand l'article est sorti et la période dans laquelle je faisais la recherche, entre 2021 et 2024, c'est là où j'ai rencontré ma femme. Oh. On s'est mariés cette année, en janvier de 2025, mais je suis revenue dans l'Utah avec elle. Alors, j'étais vraiment dans ces deux mondes-là, le monde queer et avec la communauté LGBT à Salt Lake City, et aussi beaucoup de mes amis de lycée, par exemple, sont mormons. Et c'est vrai que parfois, il y a cette grande
contradiction entre la religion et la diversité sexuelle, mais c'est pas forcément toujours vrai, et c'était ça que je voulais explorer aussi. Par exemple, dans mon article, je discute, il y a une... on dit influencer en français? Influencer? Influenceur, oui. Influenceur très connu qui est gay et mormon et qui revendique ces deux identités en même temps. J'allais dire aussi qu'il y a les mouvements à La Réunion que je vois que sont peut-être un peu similaires de ce que je parle dans cet article. Par exemple, je ne sais pas si tu connais ou si les auditeurs connaissent le mouvement Requeer qui essaie, revendique la culture queer Oui, et l'histoire réunionnaise en même temps. oui. Alors, c'est évidemment très différent de ce que se passe en Utah, mais on peut commencer à voir le genre de contradiction contradiction entre guillemets. Moi, je ne vois pas ça comme contradiction, mais dont je parle dans cet article. Ok, bah c'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez envie d'aller consulter cet article. Moi, je l'ai fait hier soir parce qu'on allait se rencontrer aujourd'hui. Donc, on peut le retrouver sur le site. C'est un magazine qui s'appelle Aeon, A-E-O-N. Et le titre, c'est Utah is so gay. Oui, c'est un titre qui peut-être attire les clics. Oui, 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 oui. Mais oui, c'est ça. J'ai envie qu'on s'intéresse maintenant à ce choix que tu as fait de devenir anthropologue. Je sais que tu es assez jeune et c'est des métiers où on peut se dire, c'est plus des... moi, je me souviens que mes profs d'anthropologie n'étaient pas très jeunes, hein, C'est possible, sans ouais. vouloir les offenser. Et toi, tu as 29 ans. Oui. Et Qu'est-ce qui t'a emmené vers cette voie? je vais dire que, étant prof d'anthropologie, j'essaie de changer cette impression un peu. Mais c'est aussi, avant de répondre à la question, c'est vrai que l'anthropologie aussi a une histoire assez sombre, une histoire de... Maintenant, on dit que comme anthropologue, on parle de la différence. Pour moi, la conversation qu'on a là, c'est une façon de parler de la différence qui est très productive et enrichissante. Mais dans l'histoire, l'anthropologie était plutôt une façon de parler de la différence très problématique liée aux histoires de colonialisme. Alors, il y a tout ça qu'on doit reconnaître et essayer de changer dans cette discipline. Et depuis des années, on essaie de changer ça, mais il y a toujours ce poids de l'histoire d'anthropologie. Mais pour moi, je suis devenue anthropologue après ma première voyage à La Réunion. Quand je suis venue ici la première fois, j'étais prof d'anglais. Oui. Et aux États-Unis, je pense on a le droit de choisir le métier un peu plus tard qu'en France. Oui, chez nous, effectivement, on doit se mouiller très rapidement. Oui, je remarque ça quand j'ai travaillé au lycée et les élèves me racontaient qu'il faut maintenant, à 15 ans, choisir si on veut être scientifique ou si on veut étudier la littérature. Tout à fait. Et d'ailleurs, dernièrement, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, avait fait une sortie de route qui a fait beaucoup réagir la population française, où elle disait que les enfants, dès la maternelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, devraient commencer à réfléchir. Oui, bon, après, ça reste de la politique, hein, vous savez comment c'est. Oui, wow. Ça, déjà, anthropologiquement, c'était très différent des États-Unis. On fait tous le même bac. Alors, le diplôme du lycée, pour tout le monde, c'est pareil. Et après, on peut choisir si on veut aller à l'université ou pas. Et une fois à l'université, on peut choisir une filière. Et c'était en rentrant de La Réunion. J'adorais mon séjour ici. Je trouvais que dans cette petite île, on peut aborder tellement des grandes questions politiques, sociales. Même par exemple, une question très simple, géographique. Normalement, on divise le monde par continent. On peut dire, je suis historien de l'Europe, je suis historien de l'Afrique. Et si j'étudie La Réunion... ça pose question. Est-ce que je suis historienne de l'Europe ou est-ce que je suis historienne de l'Afrique? C'est vraiment entre les mondes, c'est les deux en même temps. C'est vrai que géographiquement, on est quand même à côté du continent africain, on est un petit peu éloigné de l'Europe alors qu'on est rattaché à la France qui se trouve en Europe. Oui, effectivement, en se plongeant dedans, ça peut poser question. Oui, ce sont des questions très riches qui influencent comment on comprend le monde dans lequel on vit. Alors, je voulais explorer ça plus profondément et je fais une master à l'Université du Chicago où j'ai fait un projet de thèse en fait sur l'enseignement de la langue créole et de l'histoire locale de La Réunion au lycée à La Réunion. Parce que j'avais remarqué que
dans le programme de l'éducation nationale, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça, Ouais. pour étudier ça. Et peut-être c'est le même à Mayotte, j'imagine. Est-ce qu'il y a des cours Absolument d'histoire? pas, non. Le dialecte local, il est totalement exclu de l'apprentissage. Oui, et ça, je pense, le but de l'histoire ou d'étudier l'histoire pour moi, c'est pas pour mémoriser les grandes dates ou les grands événements. En fait, je suis pas trop forte en mémorisant les dates, c'est pas quelque chose. Mais Je suis pareil, hein. J'ai en tête la Première Guerre mondiale, je crois que c'était 14-18. La seconde, déjà, je commence un peu à 39-45. Ah, je l'ai. tu l'as, voilà. C'est peut-être les seules dates que j'ai gardées de mes cours de Mais, géo. au moins, c'est quelque chose, mais pour moi, c'est pas ça qui est le plus important, c'est d'apprendre comment étudier le point de vue par lequel l'histoire est écrite. Alors, et La Réunion, c'est un très bel exemple de ça. On peut étudier l'histoire de La Réunion d'une perspective française, et ça donne quelque chose, et il y a une valeur de ça. Mais tu vas avoir quelque chose complètement différent si, par exemple, tu commences l'histoire pas par les documents qu'on trouve dans les archives français, Mhm. mais pour donner un exemple, par les récits oraux des anciens esclaves Ouais. ou par, je sais pas, la musique ou les contes. Et ça, c'est aussi l'histoire. C'est un autre point de vue qu'il faut étudier. Et je suis très impressionnée par comment les gens ici arrivent à faire ça, même si à l'école, ils n'ont pas une histoire locale. Oui, c'est vrai qu'ici à La Réunion, le devoir de mémoire, il est quand même assez respecté. Il y a énormément de personnes qui continuent à faire vivre certaines histoires à travers des articles, à travers j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh là là, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, il y a énormément d'historiens qui travaillent là-dessus. Et comme tu le dis, des associations, des personnes qui transmettent à la jeune génération quelques notions. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que moi aussi, j'ai découvert l'histoire de La Réunion, très, très, très intéressant, effectivement. Et quelque part, pour s'intéresser à tout ça, pour s'intéresser à la différence, parce que toi, tu viens de l'Utah, aux États-Unis, c'est très, très loin. Je ne sais pas combien d'heures de vol tu as fait pour... Trop. J'imagine, tu as dû faire aller Utah-Paris, si Oui. ça existe. Oui, Si tu il n'as y pas a- déjà fait une escale... Heureusement, oui, ça existe. Il y a un vol entre Utah et Paris, c'est 10h30. Ok, 10h30 Utah-Paris, puis encore Paris-Réunion 11h. Oui. Ça fait assez loin. Et quelque part de nature, j'imagine que tu dois être assez curieuse, assez ouverte. Tu dois t'intéresser forcément à tout ce qui t'entoure et même au-delà de ce qui t'entoure pour aller mener des recherches sur l'île de la Réunion, une île qui n'a rien à voir avec là où tu as grandi. Oui, c'est vrai. D'un côté, ça n'a rien à voir de où j'ai grandi. Alors, c'est un peu pour ça que je m'intéressais, mais il y a aussi ces petites similarités. Parfois, on parle de la Réunion, je ne suis pas forcément d'accord, mais de la Réunion comme une île insulaire et de Utah comme un État très insulaire, fermé. Et je pense que c'est contredire cette perspective dans les deux endroits était important pour moi, pour réfléchir sur comment la Réunion est vraiment connectée au monde. Et c'est une très belle culture ici, les gens qui coexistent, de voir cette façon de vivre autrement. Ça m'a tellement marqué que je suis devenue anthropologue. C'est un peu loin d'aller quand même. Waouh. Moi, je trouve que c'est une belle histoire et c'est un beau résumé en fait. Oh, c'est gentil. Non mais c'est vrai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les auditeurs, mais c'est vrai que l'histoire de Christy est assez passionnante. Et aussi, je pense que c'est important de dire que je viens ici avec un regard de l'extérieur. Je vais jamais arriver à comprendre l'île de la même façon que quelqu'un qui habite ici. Et je suis là pour écouter, pour essayer de comprendre de mon mieux. Et parfois, on a l'impression que les anthropologues ou les académiciens en général viennent quelque part pour expliquer une culture aux gens qui le vivent. Et ça, c'est pas juste... je viens pour apprendre, c'est tout. Je voulais juste clarifier au cas où... Oui, non, mais tu fais bien de le préciser et c'est une belle démarche. Ça me fait penser à une notion, la culturation, que j'ai pu étudier à l'époque. Tu as écouté pendant tes cours d'anthropologie. Disons qu'il y a eu 2-3 notions qui m'ont interpellée, notamment la culturation, justement, parce que je me suis sentie concernée, parce que tu le sais,
je ne suis pas réunionnaise, j'habite ici depuis plusieurs années. Et effectivement, j'aimerais qu'on s'y intéresse. L'acculturation, il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien gardé mes cours en tête, c'est le fait de se rendre dans un endroit, d'avoir sa propre culture, de se rendre dans un autre pays, on va dire, et de faire découvrir cette culture et le fait de s'enrichir de la culture de l'autre. Est-ce que j'ai bien résumé la chose? Oui, tu as bien compris. S'il faut, il y a des anthropologues qui vont écouter ce podcast et qui vont me dire Soukaina, alors ce n'est pas aussi simple que ça. Bah, dites-nous en commentaire, tout simplement. Oui. Moi, j'ai étudié quand j'étais à la fac un petit peu l'anthropologie. J'étais en sciences humaines et sociales. Et oui, avant de faire Infocom et avant de basculer en école de journalisme, j'étais en sciences humaines et sociales. Et c'est vrai que j'avais cette prof qui nous donnait des cours d'anthropologie. Et il y a quand même quelques notions comme celle-là qui m'ont interpellée. Ah oui, c'est super que tu as retenu ça. Et oui, je pense il y a des choses que je dois apprendre sur ça aussi, mais je pense que la façon dont on enseigne l'anthropologie aux États-Unis et en France, c'est quand même un peu différent. C'est vrai? Parfois, je suis doctorante comment ça se dit en français? A visiting scholar. Je visite dans le fac à l'Université de La Réunion et j'ai déjà remarqué qu'il y a quelque chose de différent, déjà peut-être pour la raison dont on a parlé. Bah, tu parles de cette différence. Dis-nous concrètement comment ça se passe les cours aux États-Unis à l'université et quelle différence est-ce que tu as pu observer d'ici à La Réunion en France de manière générale? Parce que c'est vrai que c'est un peu le même principe. Hein. On a des cours de TD, on a des CM en amphithéâtre. Quelle différence est-ce que tu as pu observer justement pour qu'on s'enrichisse? On parle anthropologie, hein. Oui, je pense on a des universités aux États-Unis qui sont très grandes, comme l'Université du Michigan, très très grande, et aussi ceux qui sont très petites. Par exemple, ma femme, elle a assisté à une université dans l'État de Iowa qui s'appelle Grinnell College, où tous ses cours avaient peut-être 15 personnes maximum dans un cours avec un professeur, et c'est plutôt un cours de conversation. Comme étudiant, tu vas parler autant que c'est professeur. génial, c'est génial. Oui. Et c'est vrai que c'est une façon de faire à l'américaine. Oui. J'ai eu un prof qui faisait ça et les cours étaient passionnants parce que c'était un échange en fait. Oui, et on c'est ça. s'enrichissait, on arrivait à acquérir des notions un petit peu comme ça et je trouve ça hyper intéressant. Oui. Oui. Continue. Oh, je suis d'accord. Je trouve que parfois on apprend le plus en parlant. Il faut vraiment essayer à formuler ce qu'on pense pour apprendre ce qu'on pense et d'avoir un professeur qui peut diriger la conversation entre les étudiants, c'est super. Mais oui, je trouve que j'essaie, quand j'enseigne les cours, j'essaie à faire ça. Oui, de mettre un petit peu ta touche américaine dans ces cours qui doivent réveiller un peu les étudiants, parce que c'est vrai qu'en amphithéâtre, Oui. selon le cours... Oui, j'ai aussi des cours en amphithéâtre, je pense mon cours d'économie pendant mon ma licence. Oui, j'avais mal à écouter. Oh mon Dieu, rien que tu m'as dit le cours d'économie, après c'est peut-être mon côté qui ne suis pas très chiffres, maths, mais ouais, j'imagine bien les élèves en amphithéâtre en train d'écouter le professeur Oui. donner plein de notions. Et d'ailleurs, en parlant de notions, il y en a une qui me vient en tête là au moment où on se parle, l'altérité. C'est le fait d'aller s'intéresser, je crois, à la différence. Oui, c'est tout c'est lié ça. en réalité. Oui, c'est ça, c'est tout lié. Je pense que l'anthropologie, on va dans beaucoup de directions, on fait beaucoup de recherches sur des contextes différents, mais enfin, on revient à ce même principe d'altérité, de comprendre la différence. Une autre façon de le dire, il y avait un anthropologue américain qui s'appelle Boaz, et son idée, c'était que la culture, c'est comme les lunettes. On peut essayer, take off notre propre lunette et mettre ça d'une autre et voir la façon dont il vit Différente, différent. oui. J'ai essayé de résumer ça en français. Oui, L'anthropologie, c'est comme une paire de lunettes. On peut avoir la nôtre et regarder le monde avec nos verres et puis changer de verre de temps en temps pour observer le monde avec le regard de l'autre. exact, c'est bien ça. Ouais, c'est intéressant, oui. Ou une autre métaphore pour ça, c'est que la culture, c'est un livre, c'est un texte que, par exemple, tu as et que j'essaie à lire derrière toi. J'essaie à regarder au-dessus de ton épaule et... Oui, je vois. Comme dans le bus, vous savez, quand cette madame est en train de faire sa lecture et que vous êtes
Exactement. Vous êtes un peu plus au-dessus, vous jetez un petit coup d'œil sur sa lecture. On est Bah cette voilà, c'est personne dans le exactement bus ça. un peu chiant peut-être. Un mais- peu comprendre. Oui, voilà. C'est un peu comprendre qu'est-ce qui l'intéresse dans ce bouquin. Oui. Oui. Oui, j'ai pensé à une autre différence entre l'université aux États-Unis et à La Réunion ou en France. Comment on a les sports à l'université. Mhm. University of Michigan, où je suis doctorante, c'est un bon exemple. La stade où on joue au American football américain. Oui. C'est le plus grand stade, deuxième plus grand stade du monde. Après, je veux dire, c'est après Corée du Nord ou quelque chose. Ça a plus de 100 000 personnes qui Wow. regardent les matchs de football pour l'équipe universitaire. Alors, Ça fait beaucoup. oui, on prend ça au sérieux. Waouh. Oui, les sports à l'université. Et il y a les quarterbacks Oui. comme dans les films. Qui sont vraiment les stars au fac. Tu vas les voir et tout le monde dit « Ah, c'est le quarterback, il est vraiment... » Sérieux? Oui, voilà. Ah, j'ai l'impression de voyager là avec toi, Christy. Et d'ailleurs, j'ai préparé un petit jeu. Enfin, un petit jeu. Voilà, ce n'est pas non plus. Étant donné que toi et moi, on a une grosse différence, je pense, de culture. Tu viens des États-Unis. Moi, je suis originaire d'une petite île à 2 heures de la Réunion, Mayotte, si vous connaissez. Et donc, je me suis dit, et si on donnait 3 faits improbables sur nos origines? Oh, c'est un bon jeu. Ah, Tu dois commencer. ça te... Ah honneur, j'allais dire honneur aux invités, mais elle m'impose comme ça la chose. Comme ça, j'ai le temps pour réfléchir. Sinon, on fait Shifumi. Tu connais Shifumi? Non, je connais pas du tout. Pierre, feuille, ciseaux. Ah oui, ça, je Mm. Rock, paper, scissors, oui. Black comment? Rock, paper, scissors. Rock. Paper. Non, paper. Paper comme ça, oui. Elle appelle le ciseau. Pour ceux qui n'ont pas l'image, paper, moi j'ai fait ciseaux parce Oui. que l'anglais et moi, vraiment. Donc, ok, sinon on fait ça. On fait ça, rock, Pierre, paper. feuille, ciseaux, Ok. allez. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Ah, c'est moi qui ai gagné, donc c'est toi qui commences. D'accord. Allez, Christy, à toi l'honneur. Ok, un fait étonnant sur les États-Unis, c'est ça? Sur ta région. Étonnant ou pas d'ailleurs, hein. D'accord. On est là pour apprendre. Ok. Je vais juste dire, je pense les Français avec qui j'ai parlé, qui n'ont pas visité les États-Unis, ont mal à comprendre la taille du pays. Mm. Alors, mon État, c'est un État parmi 50, je pense. Le taille, c'est la moitié de la France métropolitaine. Alors, Ok. je voulais juste dire que c'est vraiment grand, par contre. Traverser le pays en voiture, par exemple, c'est 40 heures en voiture. 40 heures. Oui. Oh, Alors, c'est oui. énorme. Quand j'ai déménagé à Michigan, j'ai conduit depuis Utah jusqu'au Michigan, j'ai conduit 30 heures avec tous mes choses. Avec des pauses, évidemment, Oui, beaucoup de pauses. dans des petits hôtels, comme on en voit dans les films. Comment ça s'appelle, les petits hôtels comme les F1, les c'est Formule 1 en comme France? un motel, tu veux Un dire? motel, oui. Et d'ailleurs, je me pose une question un peu bête, hein, parmi toutes les questions bêtes que j'ai pu poser Non, dans c'est pas cette bête. interview. Est-ce que les motels font réellement flipper? Ça Parce veut que dire- c'est vrai que dans les dans les films ou dans les vlogs, ils nous donnent cette impression que les motels, c'est des hôtels un peu pas très safe. Parfois, oui, ça Mm. dépend. Je pense, oui, parfois c'est vrai. Les Mm. motels ne sont pas toujours très sécurisés, mais ça dépend où. Ça dépend de la région. Oui, Oui. oui, oui, oui. Ok, je comprends. Oui. Moi, j'en profite hein, pour découvrir tout ça parce que moi, je connais vraiment pas les États-Unis. J'y ai jamais mis les pieds. Un jour, j'espère, hein, Tu parce dois que venir. ben oui, dans ma petite tête, j'ai quand même encore le rêve américain. Hein. Ça fait un peu démodé, mais je Oui. fais partie de cette génération qui croit encore au American Dream. Oui, je sais pas si ça existe, mais il y a au moins, c'est un pays intéressant qui vaut la peine de visiter. Allez, bon, bah, c'est à mon D'accord. tour. Un fait assez étonnant sur ma culture d'origine. Chez nous, quand une femme accouche, elle n'a pas le droit de laver ses cheveux pendant 40 jours. Ah, d'accord. Oui. Et là, je Wow. vois les yeux de Christy, ses yeux bleus qui s'écarquillent comme ça. 40 jours. 40 jours. Wow. 40 jours au moins. D'accord. Et c'est pourquoi la raison qu'on... Alors, simplement parce que j'ai posé la question à ma mère pour pas te dire de bêtises, parce qu'en réalité, j'y ai un peu réfléchi avant de venir ici. J'ai posé la question à ma maman et elle m'a dit que c'est lié aux règles, Ah, d'accord. voilà, au saignement. C'est pas des règles, je crois. Au saignement après post-accouchement. Et donc, plus les saignements vont être présents et moins on a le droit de se laver les cheveux. Ah, d'accord. Voilà.
Mais on dit que c'est bien de ne pas trop laver les cheveux, apparemment. Apparemment, ça, c'est bon pour la santé. Dans la vie de tous les jours? Oui, on ne devrait pas faire ça tous les jours, apparemment. C'est mieux de le faire moins. Je sais pas. On m'a dit ça. Oui, bah, je ne sais pas non plus. Moi, j'aime bien laver quand même. Hein, Moi aussi. Mais apparemment, c'est pas bien pour les cheveux eux-mêmes. Ouais, voilà. Ça les sèche. Bon, bah, s'il y a des Mahorais qui écoutent ce podcast, si jamais j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à nous éclairer en commentaire parce que j'ai quand même demandé à ma mère, mais si son explication n'est pas... Non, pas que j'ai pas confiance à ma maman, mais... Bon, bah, c'est à toi. Ah, à toi, à moi déjà. OK. Mais je veux parler plus de Mayotte aussi. Bah, allez, si tu veux. J'ai visité une fois une chose qui m'a vraiment marqué, que j'attendais pas atterrir sur une île différente d'où j'étais hébergée. Alors quand j'ai loué la voiture et j'ai découvert qu'il fallait monter sur un bateau et traverser, j'étais vraiment étonnée. Ah, c'est marrant. Pour ceux qui ne savent pas de quoi elle parle simplement de la barge, un espèce de ferry qui fait la traversée Petite Terre, Grande Terre pour aller sur cette île qui est un peu plus grande que la Petite Terre. La Petite Terre, effectivement, parce que Petite Terre, je ne pourrais pas vous dire combien de superficie, mais c'est petit. C'est petit. Donc, OK, pour mon deuxième fait sur les États-Unis, c'est peut-être plutôt une fait sur moi. C'est que mon nourriture préférée, ce que j'aime manger le plus aux États-Unis, qui n'existe vraiment pas à La Réunion, et pas trop en France non plus, c'est la nourriture mexicaine. Alors, c'est pas américain du tout, en fait, c'est mexicain, mais comme on partage une frontière, il y a beaucoup d'échanges, et c'est vraiment une cuisine magnifique qui me manque ici. Quel plat, par exemple ? Je veux dire les tacos, mais j'ai peur que vous allez... faire l'amalgame entre les tacos classiques qu'on connaît en France et les tacos qui sont jaunes, un peu pliés comme ça, avec énormément de choses... Ces choses que vous appelez les French tacos, c'est pas acceptable. Christy Et ça n'a rien à voir avec... Mais enfin Il faut appeler ça quelque chose de différent parce que je sais pas pour ça. Mais les vrais tacos, c'est un petit, ça s'appelle une tortilla, tu sais. Oui, c'est je vois parfaitement. Avec il y a les tortillas de blé et les tortillas de maïs aussi. Ce sont des deux côtés différents. Je pense que le blé, c'est un peu plus américain et le maïs, c'est un peu plus authentique mexicain. Et il y a beaucoup de trucs qu'on met dedans. C'est une cuisine très complexe. Il y a beaucoup de plats à déguster. Et si tu vas aux États-Unis ou si vous allez aux États-Unis, il faut goûter ça et essayer de traverser la frontière et voir Mexique aussi parce que c'est un pays incroyable. Oui, je te crois sur parole. Hein. On voit des fois des images. C'est vrai que c'est la magie des réseaux sociaux. Hein. Oui. À travers les réseaux sociaux, on peut voyager, visiter des pays, des régions. Enfin, visiter, j'exagère, mais avoir quelques points. Sur TikTok, notamment, on peut voir des points des États-Unis. Vrai. Voilà, et ça peut donner envie comme ça d'y aller. Oui, bien sûr. Bon, c'était à mon tour. Oui, ton tour. Oui. Le deuxième fait assez étonnant. Celui-là ne va pas forcément étonner nos auditeurs qui doivent certainement connaître un petit peu Mayotte, mais toi, comme tu viens de très très loin, peut-être que tu ne connais pas. À Mayotte, pendant les cérémonies de mariage, il y a une cérémonie qui s'appelle le Manzaraka, où énormément de femmes et d'hommes se réunissent, chacun dans un coin différent, un espace différent, une salle différente, on va dire, et des billets de monnaie, on va dire ça comme ça, sont exposés sur une grande pancarte comme ça, à destination de la mariée. Oh, c'est cool ça. C'est cool, ça donne envie de se marier. Hein. Oui, Et il y a énormément d'argent qui circule comme ça pendant, allez, on va dire une après-midi où la mariée va recevoir ses billets de la part de sa belle famille. D'accord. Je précise. Oui, c'est la belle famille qui va donner cet argent en plus de la dot, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tu t'es mariée à Mayotte? Je me suis mariée à Mayotte, oui. D'accord, on a fait ça pendant ton Non, mariage? je n'ai pas eu droit à ça, moi. J'ai épousé quelqu'un qui n'était pas de Mayotte, donc... Pas d'argent pour toi. Pas d'argent pour moi. J'ai été privée d'argent.
Mais oui, voilà, ça se passe un peu comme ça. Oh, c'est cool. Ah, d'accord. Même si tu as manqué ça. Bah, après, j'ai manqué de ça, j'ai quand même eu quelques avantages, mais bon. Bon, allez, c'est à ton tour. Mon Troisième tour. fait. Ok, troisième fait, c'est qu'aux États-Unis, on a le droit de conduire très jeune par rapport en France, je pense. Pour moi, j'ai commencé à conduire à 15 ans. Pour dire, c'est que les lois aux États-Unis dépendent de l'État où tu es. Tu as les lois fédéraux, qui sont les lois pour tout le pays des États-Unis. Et après, chaque État a ses propres lois. Alors, tout ça pour dire qu'en Iowa, où ma femme est grandie, il y a beaucoup d'agriculture et les enfants de fermiers, ça se dit fermiers, travaillent dans l'agriculture. Et pour ça, ils ont le droit à conduire peut-être je me trompe, mais je crois que c'est 14 ans qu'ils peuvent commencer à conduire. Alors, ça fait jeune, 14 ans. mais ici, c'est 18 ans. 16 ans, conduite accompagnée, si je ne dis pas de bêtises, et 18 ans, la D'accord. conduite normale. Bah après, moi, j'imagine mal mon petit frère. Bon, là, il vient d'avoir 12 ans. Est-ce qu'on fait confiance à Est-ce ça? qu'on fait confiance pour qu'il Je- prenne la route C'est comme ça? C'est probablement pas une bonne idée. C'est ça, Oui. freiner, éviter les dangers, ne pas... Oui, Je ne sais pas. Ça fait peur. Oui. Ouais. À réfléchir, Oui. à réfléchir. C'est à mon tour, là? Oui, ton tour. Troisième fait, dernier fait. Qu'est-ce que je peux bien te dire, ma chère Christy? Ton endroit préféré à Mayotte? Mon endroit, ma safe place, tu veux dire, à Mayotte? Une petite plage en petite air, Moya, voilà. Magnifique, charmante plage. Pour moi, c'est la meilleure plage de l'île. Wow. Quand j'étais à Mayotte, je suis allée à Bueni, je crois, Ouais. et c'est là où... C'est dans le sud. Oui, c'est pas petite île, mais là, j'ai adoré, j'ai fait de la plongée, là, et c'était le Je plus crois beau. que c'est Ngouja. Oui, j'ai fait de la plongée, c'était incroyable. Le plus beau que j'ai jamais fait. Mm-mm. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de Mahorais te diront que la meilleure plage de l'île, c'est Ngouja. Mais moi, je reste convaincue que la meilleure plage de l'île, c'est Moya. Dites-nous en commentaire, Oui. d'ailleurs, c'est S'il vous laquelle, la meilleure plage de l'île. Et dites-nous en commentaire également quelle plage vous préférez aussi à La Réunion, parce qu'on a de magnifiques plages ici aussi. Hein. C'est vrai. Grand'Anse qui me vient en tête. Oui, j'habite maintenant à La Saline, où j'adore, je fais de la plongée avec tout autant que possible. Ouais, bah, tu as bien raison, ma chère Christy. J'espère que tu te régales. Bon, bah Christy, voilà, c'est comme ça qu'on termine cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que tu t'es bien amusée. Oui, c'est super. Merci de m'avoir invité. C'est trop bien de discuter avec toi et partager. C'était hyper enrichissant. Oh. J'espère que vous l'avez vécu aussi comme ça. C'est vrai Oui, bien sûr. qu'on n'a pas forcément approfondi sur l'anthropologie, mais le but c'était de... C'est pas un cours d'anthropologie non plus. Exactement, merci. Tu me ôtes les mots de la bouche. On était là pour se découvrir et découvrir ce qu'est de manière globale l'anthropologie et comment tu procèdes. Je pense qu'on a fait le taf à ce niveau-là. Et donc, oui, merci encore une fois d'être passé sur Histoire de vie. Merci à toi. Et je vous invite à mettre des étoiles sur le podcast si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Apple Music, Apple Podcast aussi. Mettez des étoiles, mettez-en 5. C'est Bien mieux sûr, qu'une 5. étoile. Oui. Évidemment. Bon, bah Christy, je vais te laisser nous donner le mot de la fin parce qu'on a toujours l'habitude de donner à nos auditeurs un dernier mot qu'ils mettront en commentaire, histoire d'être sûrs qu'ils nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je vais donner un nom en anglais de mon chat que j'adore chez moi. Il s'appelle Moosh, M-O-O-S-H. Il est très beau, chat grise. Il me manque énormément. Bon, bah mettez mouche en commentaire. Hein. C'est Christy qui décide. M-O-O-S-H-E. C'est ça. Voilà. Oui. Mettez tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines ou dans une semaine. Je vais pas mouiller, tu sais quoi, pour un nouvel épisode d'Histoire de vie. À très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.